Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la web télé de l'espace ressources en ETP Grand Est. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter autour de co-construire un programme en ETP. Au vu des conditions actuelles, nous avons choisi le format de la web télé pour garantir une distanciation physique. Tout au cours de la matinée, on aura l'occasion d'échanger également avec les internautes puisque vous avez la possibilité de poser vos questions en direct via le chat. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour voir et pour tester l'outil. Vous trouverez des réponses, alors pour celles qu'on pourra élaborer en plateau, on le fera en direct. Pour les autres, on mettra une foire aux questions sur le site www.etpgrandest.org. Cette matinée se divisera en deux plateaux, d'1h30 chacun avec une pause de 10 minutes. Afin de rendre du coup les choses plus interactives, on égrènera les questions et on gardera un grand moment à la fin de chaque thématique. Ce premier plateau, sous la forme d'une table ronde, abordera la co-construction en ETP, mais également la place du patient expert. Je vais laisser dans un premier temps nos invités se présenter et je vais commencer par Madame Clézer. Oui, bonjour, merci de nous avoir invités. Ève Clézer, infirmière libérale en Moselle et à l'initiative d'un programme d'éducation thérapeutique sur les maladies rhumatismales chroniques de proximité avec que des libéraux et des patients ressources. Merci beaucoup pour cette présentation. Monsieur Faverge. Bonjour, merci de nous avoir invités. Donc, moi, je suis Benoît Faverge, je suis chargé de mission à France Assos Santé, qui est une association qui fédère environ 80 associations agréées du système de santé, et donc qui regroupe beaucoup de bénévoles associatifs. Merci. Monsieur Klein. Bonjour, Herman Klein, je suis membre du groupe de travail ETP chez France Assos Santé et membre de l'association des diabétiques du Bas-Rhin AFD 67 et de la Fédération française des diabétiques. Je suis patient expert. Voilà. Merci beaucoup. Nous passons à notre deuxième table. Le docteur Poivret, bonjour. Bonjour, je m'appelle Didier Poivret, je vous remercie de nous avoir invités. Je suis rhumatologue libéral à Metz et attaché au CHR de Metz-Thionville et j'ai eu la chance de rencontrer Ève Clézer avec laquelle nous avons construit, ainsi qu'avec des patients experts, un programme en libéral, c'est-à-dire en ville, pour les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique. Et je suis très content de partager notre expérience avec vous et avec les internautes. Très bien, merci pour cette présentation. Madame Brun-Henri. Oui, Frédéric Brun-Henri, merci effectivement pour cette invitation, on est très heureux d'être là. Moi je suis orthophoniste, je suis docteur en sciences du langage et je suis là parce que je coordonne un programme mixte donc, qui accueille des patients et des aidants, donc, qui s'intitule Après l'AVC, vivre et communiquer. Qui donc a pris place en 2015 donc, dans le centre hospitalier de Bar-le-Duc dans la Meuse. Très bien, merci à tous de vous être présentés. On voit qu'on a une représentativité aussi bien des associations d'usagers que du monde libéral, avec un programme en libéral et un programme hospitalier. Afin de débuter du coup ce plateau et de pouvoir échanger par la suite, je vous propose de visionner un premier film pour introduire cette thématique. Alors moi je suis issue d'un réseau d'éducation thérapeutique où on a plusieurs professionnels de santé, 4 professionnels de santé différents. Donc j'aurais tendance à dire non. Par contre, moi j'ai vu évoluer énormément les réseaux de santé. Donc je suis arrivée en 2013 où on avait 2 professionnels de santé, une infirmière, une diététicienne. Et on a très vite pu élargir les professionnels de santé à une psychologue et à un éducateur médico-sportif. On a vu une réelle plus-value dans la prise en charge des patients avec l'apparition de nouveaux professionnels de santé. Donc j'aurais tendance à dire que non. Maintenant c'est très propre à notre réseau parce qu'on prend en charge des personnes diabétiques, des personnes obèses et des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Ça nous paraît évident de prendre en charge l'aspect nutritionnel comme l'aspect activité physique ou psychologique. Maintenant, pour tempérer un peu tout ça, c'est vrai qu'il y a des patients qui ne peuvent pas avoir accès à ces différents professionnels de santé parce qu'ils habitent loin, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se déplacer. Et la possibilité d'avoir un programme d'éducation thérapeutique avec 2 professionnels de santé, moi je dirais que c'est quand même déjà la base et ça peut apporter quand même quelque chose aux patients.
On a des ressources en interne, hein, bien sûr, donc on a l'équipe salariée, en tout cas nous on a des salariés chez nous formés à l'éducation thérapeutique, donc je l'ai dit, hein, on a des professionnels de santé de type infirmier, diététicien, éducateur sportif et psychologue. On a aussi les médecins coordinateurs, hein, qui sont là pour appuyer, pour aider les équipes à construire les programmes. Mais on a aussi des ressources externes. On a l'espace ressources Grand Est, l'ancienne plateforme d'éducation thérapeutique, qui nous a beaucoup aidé dans la réalisation du programme, dans la mise en place du programme. On a aussi des patients qui nous ont aidés, alors nous pas forcément dans la construction, mais dans l'évaluation du programme, ce qui nous a permis d'apporter des évolutions au nouveau programme et aux nouvelles prises en charge, en tout cas, qu'on a pu proposer par la suite. Et puis, ce qui est aussi important, et moi ça me tient à cœur, c'est l'équipe administrative qui est aussi là et qui a aussi un regard sur la prise en charge du patient, parce que mine de rien, elles sont en contact avec les patients, et puis elles peuvent avoir aussi un regard critique par rapport au programme d'éducation thérapeutique. Alors si on commence par les avantages, voilà, le fait d'avoir une vision globale, aussi bien, moi je l'ai dit, au niveau de l'activité physique, de la connaissance de la maladie, l'aspect psychologique, ça c'est très important. Ça permet aux patients aussi d'avoir tout sur un même lieu, donc ça c'est vraiment royal. Par contre, les inconvénients qui peuvent aussi être un avantage, moi je dirais c'est le langage commun, donc ça c'est très important, il faut que l'équipe ait le même langage commun. Et moi je l'ai vu avec le montage des différentes structures, c'est une bonne entente entre les différents professionnels de santé. Donc chacun doit comprendre ce que chacun fait, mais respecter aussi le travail des autres. Donc c'est pas toujours évident de respecter voilà, le travail. C'est du travail sur du long terme, des réunions, de la cohésion d'équipe, ça c'est très important. Voilà, mais ça apporte beaucoup aux patients et ça apporte beaucoup à l'équipe. Alors nous actuellement on n'a pas de patient expert dans la construction de notre programme, donc c'est quelque chose qu'on a déjà envisagé. Donc on a des patients qui participent à l'évaluation de nos programmes sous différentes formes, mais ils ne sont pas patients experts à la définition propre de ce mot-là. Moi, ce qui permettrait déjà, c'est de les identifier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, la possibilité d'identifier tous ces patients experts et qui sont formés. S'ils ne sont pas identifiés, de pouvoir les former. Et là, on va parler de budget, de pouvoir former ces patients-là et de trouver des patients qui soient déjà motivés et motivés sur du long terme. Donc ça, c'est les trois choses qui me paraissent importantes. Et malheureusement, nous, on n'a pas encore trouvé notre patient expert voilà, actuellement. Alors, il faut souffrir d'une pathologie chronique, affiner cette connaissance de cette maladie et surtout devenir actrice de cette pathologie. Alors pour moi, je rejoins un peu tes propos, le patient expert, donc c'est un patient atteint de maladie chronique et qui aura pris du recul sur sa pathologie et qui, grâce à une formation, va transformer son expérience patient et la transformer en expertise pour la mettre à profit des professionnels qui interviennent en ETP et des patients. Alors, les patients interviennent, surtout ils décryptent le langage médical, ils font la passerelle entre le personnel médical et le patient, et surtout quand ils sont dans les ateliers, à l'intérieur des ateliers, ils osent poser des questions que le patient n'oserait pas poser aux professionnels de santé, type sur la sexualité, ou hier soir je ne suis pas allée à l'anniversaire de mon ami et ça me peine. Donc il va chercher un petit peu des réponses. Oui, je suis totalement d'accord avec toi et moi je rajouterais le terme vraiment de médiateur et même d'interface, notamment au sein des ateliers, entre le discours médical et le discours patient. Alors déjà, pour moi, ce que je pense apporter, c'est vraiment une valeur ajoutée à l'équipe. Et j'aime bien utiliser le terme aussi dans la construction des programmes, le terme de consultant, que ce soit au moment de définir les objectifs précis ou encore les méthodes pédagogiques lors des ateliers et aussi au moment de l'évaluation pour améliorer les programmes. Moi, je dirais que les patients doivent comprendre les ateliers. Donc, pareil, amener un langage simple et surtout fournir aux patients des outils comme pour préparer sa consultation.
où généralement ils sont frustrés de sortir d'une consultation parce qu'ils ont oublié de poser des questions. Donc le patient expert, il est là pour mettre un petit peu le point sur des choses auxquelles les professionnels de santé ne pensent pas, pour faciliter la vie du patient. Bien, nous venons de voir le témoignage de professionnels de santé et de patients experts riches. J'ai envie de rebondir sur un premier point, puisqu'on a entendu un déroulé de professionnels qui participent au programme assez important, et que tout compte fait, on nous dit que la pluridisciplinarité, c'est au moins 2 personnes. Est-ce que vous pensez que 2 personnes sur le plateau suffisent pour animer un programme ETP? Docteur Poivret, je vous passe la parole. Alors, je vous remercie de me passer la parole. Dans notre expérience, 2 personnes pour mettre en place le programme, c'est tout à fait essentiel pour définir les objectifs à atteindre et la façon de les atteindre. Mais une équipe d'éducation thérapeutique, c'est une équipe pluridisciplinaire. Tout dépend de la pathologie, mais dans les pathologies que nous connaissons, les pathologies rhumatismales, mais aussi diabétiques et autres, qui atteignent plusieurs organes dans le corps du malade, il s'agit d'avoir autour de soi un certain nombre d'autres professionnels de santé. Par exemple, le médecin que je suis sait très bien qu'il faut apporter 1,2 g de calcium dans l'alimentation par jour. Nous connaissons quelques trucs pour donner aux patients des indications comment le faire, mais une diététicienne fera ça beaucoup mieux et d'une manière beaucoup plus concrète que nous. Donc chacun apporte son expertise et sa personnalité. Nous avons chacun des personnalités différentes qui se complètent. Le patient va être plus en communication, en sympathie avec l'un ou l'autre d'entre nous. C'est la cohésion du groupe et cette espèce de je ne sais quoi, presque rien, qui se passe lorsqu'on est en sympathie avec quelqu'un. Eh bien, lorsqu'on est dans un groupe, il y a toujours quelqu'un avec lequel on se trouve en sympathie et finalement, la dynamique se passe. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un leader ou quelqu'un qui prenne en main la coordination et la logistique du problème. Et puis ensuite, on ne peut pas rester tout seul. Une éducation, ça se fait à plusieurs, à l'école comme chez nous. Et le rôle du patient expert est tout à fait essentiel parmi nous, sinon nous restons beaucoup trop abstraits. Très bien, merci pour ce regard. Vous êtes en train de nous expliquer, tout compte fait, que 2 potentiellement c'est bien, mais qu'en fonction des compétences des professionnels dont on a besoin pour les programmes, il vaut mieux étoffer son équipe d'un point de vue des compétences, mais aussi d'un point de vue de l'interactivité qui peut jouer entre les patients et les professionnels. Tout à fait, la dynamique se crée à plusieurs. Très bien, merci beaucoup pour ce regard. Je vais me retourner vers notre patient expert, Monsieur Klein, pour voir un petit peu, vous avez participé, vous êtes patient expert, oui. Tout compte fait, 2 professionnels, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que vous rejoignez l'avis du docteur Poivret ? Je suis tout à fait de l'avis du docteur Poivret. La pluridisciplinarité dans une équipe est absolument indispensable. Maintenant, pour en revenir au nombre de professionnels dans une équipe, tout dépend de la pathologie, effectivement. Les pathologies compliquées ou à facettes multiples, diabète, maladies cardiovasculaires ou d'autres, ont naturellement besoin d'une équipe beaucoup plus étoffée et compétente dans chaque domaine de maladie ou dans chaque partie des maladies. La pluridisciplinarité est absolument indispensable car quelle que soit la formation d'un membre d'une équipe, d'un patient expert, on ne peut pas maîtriser tous les sujets. Donc il y a obligatoirement des questions qui reviennent à des spécialistes d'autres maladies. Les 2 patients experts et professionnels de santé, c'est en fait un partenariat. C'est le partenariat de l'expertise scientifique, professionnelle de santé, et de l'expertise profane, les patients. C'est important. Maintenant, le rôle du patient expert est très bien expliqué dans le préambule de la loi HSPT 2009. Et on y reviendra. Voilà. Ouais. On dit bien là-dedans, enfin il est bien dit là-dedans que le patient expert a son rôle à jouer. Le patient a son rôle à jouer. Tout à fait.
Très bien, donc vous rejoignez. On a du coup là une visibilité sur un programme qui est libéral, plus en libéral. Hein. Madame Brun-Henri, vous qui avez un programme en hospitalier, qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter? Alors, en fait, ce que j'aurais envie d'ajouter par rapport, bien sûr, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'interdisciplinarité et la nécessité de se compléter par rapport à la construction du programme. Ce qui me semble aussi à ajouter, c'est qu'il faut aussi réfléchir à la couleur et à ce qu'on veut vraiment mettre en avant par rapport à un programme de TP. À mon avis, ce qui est intéressant, c'est la déclinaison qu'on peut apporter. C'est-à-dire que, en fonction, effectivement, des professionnels de santé, donc pour ce qui nous concerne, l'origine, c'était les orthophonistes qui se sont fortement impliqués dans la construction, en accord avec justement une association qui s'est créée, l'association pour la connaissance de la cola, localement, et avec les patients et l'entourage. C'est cette couleur, il y a les compétences effectivement des professionnels, mais il y a aussi l'accent qu'on veut apporter sur un des aspects de la maladie ou d'un autre. Et c'est vrai que c'est un peu la richesse que nous on a pu connaître au niveau du milieu hospitalier, même si nous, on voit les patients en ambulatoire et que voilà, ce sont des patients qui ont déjà, qui sont retournés à la maison, qui après un AVC et qui ont pu expérimenter finalement la vie de tous les jours et revenir finalement avec nous pour en parler et pour partager cette expérience. D'accord. Merci beaucoup pour ce retour. On a une question alors, du coup, des internautes qui me paraît intéressante, c'est dire comment un professionnel libéral sur un secteur peut intégrer un programme. Alors je me retourne vers Madame Clézer, qui est infirmière libérale, mais comment un professionnel libéral peut intégrer un programme ETP? Bon, déjà, il faut qu'il ait une formation évidemment des 40 heures, le niveau 1, ou un DU, idéalement pour ceux qui ont envie après de faire des programmes avec évidemment des associations. Malheureusement, en libéral, il faut participer à des associations donc, qui gèrent les budgets qui sont octroyés par les ARS pour pouvoir mettre ça en place. Voilà. D'accord, donc ça veut dire se rapprocher d'associations sur son secteur. Alors, si il y a des bien. réseaux de santé. Bon, maintenant, c'est plus trop d'actualité, les réseaux de santé, mais ça existe encore. En général, notamment en Moselle, je parle de la Moselle, puisque nous, on est très bien couverts par les réseaux de santé. Se rapprocher des réseaux de santé qui, eux, ont en général des programmes. Mais par contre, on a évidemment, grâce à l'ETP Grand Est, on a donc ce système informatique qui permet de trouver, en fonction de la pathologie qu'on recherche, des thématiques localement, si c'est donc surtout le Grand Est, pour vraiment trouver les programmes qui sont le plus appropriés pour nos patients. Et évidemment, pour ceux qui veulent évidemment y participer, c'est aussi l'outil indispensable pour trouver plus facilement. Très bien. Donc là, ce que j'entends, c'est la première étape, c'est se former du coup au niveau 1 aux 40 heures, et puis après se rapprocher, de voir ce qu'il y a autour de soi et de se rapprocher éventuellement d'une association pour pouvoir intégrer du coup en fonction des moyens et en fonction et puis des thématiques, du secteur et de la thématique. On est professionnels de santé, mais il y a des thématiques qui ne sont peut-être pas aussi intéressantes pour certains. Donc voilà, à chacun de trouver la maladie ou le programme d'éducation thérapeutique qui lui correspond le mieux. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ce qu'on a vu aussi, c'est dans le reportage qu'on vient de voir, enfin dans le petit film, c'est la personne citait l'importance des professionnels et surtout de l'équipe aussi administrative. Voilà. Dans vos programmes, quelle est la place du personnel administratif dans le programme ETP à proprement parler? Je laisse peut-être Madame Brun-Henri répondre. En premier ? Oui, chez nous, c'est un travail d'équipe. Donc effectivement, il y a, à mon avis, effectivement, la nécessité d'avoir un leader qui permet de porter le projet, qui fait un petit peu attention à tout. Je pense que c'est le rôle du coordonnateur dans ce cadre-là et qui va à la fois mobiliser les équipes, parvenir à gérer les emplois du temps, parvenir à mobiliser aussi au niveau logistique, s'il y a des envois de courrier, puisque le lien avec le médecin traitant, pour donc, tout ce qui est hospitalier, le lien avec le médecin traitant et d'autres intervenants non médicaux comme les orthophonistes, les kinés, c'est très important aussi de faire ce lien-là. Donc ça peut être un appui, je dirais, en termes de secrétariat. Dans les faits, et vu la situation actuelle qui se dégrade quand même dans les hôpitaux avec les moyens humains que l'on a ou que l'on n'a pas, ça devient effectivement très très important de pouvoir parvenir à réunir les gens. C'est important qu'on se parle, qu'en termes de la construction, en termes d'évaluation, de réadaptation, de réajustement des programmes. C'est un gros travail finalement
de coordination, je dirais, pour parvenir à réunir les gens, quoi, hein. Donc, parce que médecins, non médecins, donc si on a une équipe de 6-8 personnes, c'est un petit peu compliqué avec les charges de travail des uns et des autres de parvenir à ça. Ceci dit, voilà, avec la motivation et le retour que l'on a des patients, effectivement, ça nous maintient et ça nous permet, voilà, avec l'apport en termes de posture thérapeutique, en termes de retour, on a des choses vraiment très très positives et qui nous permettent de continuer malgré tout. Et qui font en sorte que vous gardez la motivation. Oui, tout à fait. Donc là, on voit aussi le rôle, on y reviendra, pivot quand même du coordonnateur, le rôle essentiel du leader en tout cas, mais quand même l'importance de tout ce côté administratif et de logistique qui va aussi permettre de pouvoir les décharger d'une partie. Hein. Et puis on a des comptes à rendre au niveau de l'ARS, sur les programmes autorisés, il y a une file active à suivre, il faut vraiment suivre exactement ce qui se passe et comment... Alors on est bien d'accord que ce matin, on parlera des programmes autorisés par l'ARS, pas forcément des postures éducatives qui sont aussi très importantes et ça c'est primordial. Docteur Poivre, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce rôle du personnel administratif du coup? Alors, le rôle du personnel administratif dans notre équipe, c'est Ève qui gère la logistique d'une manière efficace et enthousiaste. Et j'insiste sur l'enthousiasme qui est important parce que les difficultés tous les jours sont très importantes. J'aurais envie aussi de revenir, vous avez posé la question, sur l'intérêt pour le monde libéral de s'intéresser à l'éducation thérapeutique à l'extérieur de l'hôpital. En tant que rhumatologue libéral, j'ai trouvé un intérêt considérable à la fois sur le plan scientifique et sur le plan de mon métier, c'est-à-dire sur le plan relationnel, à intégrer cette équipe d'éducation thérapeutique. Nous, médecins, je le dis aussi pour essayer d'entraîner mes confrères dans ce genre de démarche, nous, médecins, nous avons eu, lorsque nous avons quelques années d'exercice, comme moi, la chance de connaître des progrès thérapeutiques considérables. Dans le domaine des rhumatismes inflammatoires, nous en sommes à éviter toute déformation articulaire, quelle qu'elle soit. Avant l'an 2000, vous savez que c'était loin d'être le cas. Nous avions des traitements qui étaient extrêmement coûteux en termes d'effets secondaires, alors que maintenant, nous avons des traitements très efficaces. Mais ils sont efficaces, donc dangereux, ce qui veut dire qu'il faut apprendre à s'en servir. Apprendre à s'en servir pour les patients en consultation, c'est possible, mais ça c'est beaucoup moins efficace qu'une éducation thérapeutique. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir apporter aux patients la possibilité de se servir au mieux de ces traitements extraordinaires. Alors dans le diabète, c'est pareil, il y a eu des progrès considérables. En cancérologie, actuellement, il y a des progrès considérables, mais ces traitements sont difficiles à suivre. Ce n'est pas si évident de se faire des injections, de prendre des médicaments dont les effets secondaires sont loin d'être négligeables, etc. Donc la continuation de notre métier et le suivi du patient, l'éducation thérapeutique est là, et c'est notre métier aussi de poursuivre en interdisciplinarité, c'est-à-dire avec d'autres, le suivi du patient pour lui apporter la possibilité de profiter au mieux de ces progrès thérapeutiques qui sont absolument extraordinaires lorsqu'on se rend compte de l'évolution des choses dans les différentes spécialités. Et c'est loin d'être terminé puisque l'avenir est plein de traitements efficaces, novateurs, mais qui dit efficace dit dangereux, donc il faut s'apprendre à s'en servir. En 1950, il y avait quelques spécialités, mais qui n'étaient pas très efficaces et en tout cas pas trop dangereuses. Aujourd'hui, nous avons des médicaments extraordinairement efficaces et donc, comme tout outil efficace, il faut apprendre à s'en servir. Et c'est tout l'intérêt pour nous, médecins, de suivre les patients et de voir leurs progrès et de voir aussi leur qualité de vie qui s'améliore. Ça fait partie de notre métier et de l'enrichissement que nous avons. Donc, voilà, nous sommes très contents de mettre en place ce genre d'attitude et de travailler avec des gens enthousiastes comme d'autres. On voit que la motivation, en tout cas, est le moteur, ça c'est clair. Je pense que ça a été déjà évoqué par Madame Brun-Henri. On voit qu'il y a un moteur là. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi qui est évoqué. Là, c'est la médecine de ville et en tout cas les programmes de ville. Alors, il y a un internaute qui me posait la question de dire en quoi on peut aider sur ETP Grand Est par rapport à rechercher un programme, puisque tout à l'heure, c'était pour l'accessibilité.
il y a un référencement de l'ensemble des programmes du Grand Est qui est à jour grâce au partenariat et à la collaboration qu'on a avec l'Agence régionale de santé. Et du coup, voilà, on peut trouver sur son territoire un programme et on va essayer d'améliorer sans cesse les choses. Par contre, il est intéressant de noter aussi qu'on a 80% des programmes qui sont hospitaliers et non libéraux. Et là, je vais me retourner peut-être vers nos associations d'usagers, c'est-à-dire de dire demain, quel serait l'intérêt, en tout cas, d'avoir des programmes plus de ville pour les patients que vous êtes ou que vous représentez versus les programmes plus hospitaliers. Monsieur Klein. C'est une idée intéressante puisque ça permettrait à des personnes qui naturellement ne vont pas au devant des structures qui proposent l'éducation thérapeutique, ça leur permettrait d'y aller. Maintenant, il faut quand même que je module un peu mon propos. Dans la population des patients, vous avez toutes les tranches d'âge. Il y a des tranches d'âge qui sont facilement disponibles et d'autres qui le sont moins, tout simplement parce qu'elles sont actives. Généralement, tous ces programmes sont proposés dans la journée et donc quasiment inaccessibles à une partie de la population concernée, à la population malade. Pour les autres, ceux qui ne sont plus en activité, il y a beaucoup moins de problèmes pour accéder à ce genre de structure, sauf que l'intérêt personnel ou le non-intérêt peut faire qu'on a envie d'apprendre quelque chose ou tout simplement non, on continue à vivre. Bon. La réflexion est souvent faite, j'ai vécu jusqu'à mon âge, jusqu'à présent, en forme ou en très bonne forme, il n'y a pas de raison que je ne continue pas. Bon. Alors que ce sont souvent des pathologies, des personnes atteintes de pathologies très graves. Hein. Bon. Ça veut dire que c'est l'automédication presque. Hein. Bon. Alors que si ces personnes acceptaient qu'on vienne leur apporter quelque chose, notre expérience, que les médecins donc viennent leur apporter leur expérience, ils pourraient peut-être aussi améliorer leurs conditions de vie. C'est ça le but de l'éducation thérapeutique, hein, c'est rendre la personne autonome. Maintenant, est-ce qu'il y a une réelle volonté de l'autonomie, d'aller vers l'autonomie? Des fois j'en doute, j'avoue, des fois j'en doute. Le problème se pose de manière tout à fait différente. Quand on prend une ville comme Strasbourg ou d'autres villes moyennes qui offrent des possibilités très étendues, il y a des facilités pour accéder. Mais à la campagne, c'est un autre problème. Si des structures, par exemple des maisons de santé, ou des maisons pluridisciplinaires ne prennent pas ça en charge ou ne proposent pas l'éducation thérapeutique aux patients parce que ce sont les patients qui sont en fait les plus délaissés. Ils sont loin de tout. Ils n'ont pas accès comme ils veulent à des médecins, surtout aux spécialistes. Quand on connaît les délais de rendez-vous aujourd'hui chez certains spécialistes, c'est une aberration totale. Bon. Donc ces personnes-là n'ont rien. Elles sont obligées de vivre avec leurs problèmes. Et le seul moyen d'avoir une information, c'est au travers des connaissances, la télé, qui très souvent diffuse des informations qui permettent de lutter. Et donc, mais en ville, oui, s'il y avait une offre, elle serait pertinente. Je pense que beaucoup plus de personnes. Après, c'est aussi le rôle des associations que de promouvoir ce qu'elles font, leur programme, hein, que de le promouvoir. Mais la communication est là aussi très difficile. Il y a des médias qui acceptent de communiquer facilement. Bon, il y en a d'autres où c'est beaucoup plus difficile. Et puis, il y a un autre problème qui est très important, duquel on ne parle quasiment pas, c'est la structure des associations. En fait, dans une association, si on veut aller vers un programme complet, il faut des personnes compétentes, des personnes formées. Et c'est peut-être aussi là
il y a un manque de volontaires, ou tout simplement de bénévoles. Il faut savoir que dans les assos, on est tous des bénévoles. Là, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, ça serait pertinent de développer une offre, en tout cas de ville, plus de proximité, surtout en ruralité. Je voyais Madame Clézère, je vais vous passer la parole tout de suite, qui réagissait, pour pouvoir toucher plus de personnes et des personnes qui seraient peut-être plus la cible de l'ETP. On est d'accord ? Je sais que France Assos Santé a un groupe de travail sur cette thématique de l'ETP. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Faverges ? Je pense qu'Herman a tout dit, mais effectivement, au niveau de France Assos Santé, on a un groupe de travail qui est mis en place depuis l'an dernier à peu près, qui est constitué donc d'acteurs associatifs et qui œuvre pour valoriser et impliquer davantage les patients experts dans les programmes. On n'en est pas encore sur le développement de l'ETP en milieu rural, etc. On va y venir, certainement. Mais c'est vrai que c'est un axe de travail et je pense que les maisons de santé peuvent être aussi un outil intéressant pour développer ce type d'activité. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Madame Clézère, je vous voyais Oui, réagir pendant je vais les un propos petit peu de Monsieur rebondir Klein. en fait avec les associations de patients. C'est vrai qu'on a eu la chance quand on a monté notre projet donc en 2016 d'être donc que des libéraux, donc on avait vraiment une problématique libérale, ambulatoire, de proximité, et on avait également 2 associations de patients qui ont travaillé avec nous, donc on a vraiment la remontée de leurs problématiques, et en rhumatologie, c'était la problématique d'horaire. Donc en tant que libéraux, c'est vrai qu'on a une amplitude, on est habitué à avoir des amplitudes énormes, donc en fait nous on a proposé les programmes en fait hors heures de bureau donc, et au plus près des patients. Donc on s'est délocalisé, on a fait différentes villes de Moselle et on l'a fait en général en soirée. Voilà, donc c'est vrai qu'on était au plus près des patients, on a répondu à leurs attentes et c'est vrai que du coup, après, libéraux, on a vraiment la facilité de le faire. Je pense qu'en hospitalier, c'est beaucoup plus compliqué, c'est sûr. Donc voilà, mais c'est vrai que pour nous, c'était un challenge parce qu'on avait vraiment la problématique là, en rhumatisme, des patients qui travaillaient et qu'il fallait évidemment pouvoir intégrer un programme qui leur corresponde au mieux. Très bien, merci beaucoup. Madame Brun-Henri. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, justement, sur ces problématiques d'accès à ces programmes, donc à la fois en milieu rural pour ajouter aussi ces problématiques d'accès au programme de TP, à mon avis, sont aussi vraiment très problématiques pour des personnes qui sont, et nous c'est ce qui nous intéressait, en situation de difficulté de communication. Donc après un AVC, avec des problèmes de communication, des problèmes de langage, et souvent ils sont par défaut un peu exclus. Donc en fait ils ont une double peine parce qu'ils ont des difficultés d'accéder aux informations pour développer leurs compétences d'auto-soin et d'adaptation. Et en même temps, on les exclut de fait parce qu'on dit mais c'est un peu trop compliqué. Donc ça, on essaye aussi avec l'aide de l'association la COLA, la Fédération nationale des aphasiques de France et la Fédération nationale des orthophonistes, de développer justement cette connaissance des programmes et le fait de pouvoir aussi valider auprès des médecins le fait de si ces personnes-là sont des potentiels bénéficiaires de l'ETP et il faut penser à eux à la fois en tant que bénéficiaires mais on espère aussi après en tant que co-animateurs. Très bien. Je rebondis sur ce que vous dites puisqu'on a du coup des questions d'internautes qui nous posent la question et je me retourne vers Monsieur Faverges. Est-ce que France Assos Santé est en capacité d'aider des programmes à trouver leurs patients experts ? Alors leurs patients experts, voilà, mais en tout cas un patient expert. Au niveau du groupe de travail, justement, on a fait une enquête auprès des associations agréées du système de santé en Grand Est pour pouvoir identifier les acteurs associatifs qui ont bénéficié de la formation 40 heures certifiante. Donc on sait à l'heure actuelle qu'il y a environ 50 bénévoles qui ont été formés sur la région, qui peuvent intervenir, certains interviennent déjà dans des programmes et donc on peut aider en tout cas à orienter les professionnels de santé vers les associations qui pourraient intégrer ces programmes-là. D'accord. Donc ça, c'est important, parce qu'effectivement, si on veut augmenter le nombre de patients experts participant au programme, et pas simplement peut-être en tant qu'intervenant, de fait, ça sera de venir vers vous. C'est ça. Alors, il y a déjà une expérience qui est mise en place. On a un partenariat avec l'Agence régionale de santé. Dans les dossiers de renouvellement ou de nouveaux programmes, lorsque les professionnels de santé n'ont pas intégré d'association,
l'ARS renvoie les coordinateurs vers notre structure pour qu'on puisse les orienter vers les associations en question. Très bien, merci beaucoup. Et pour répondre à une internaute, une patiente du coup qui nous suit, c'est aussi de dire que pour devenir patient expert, il faut avoir les 40 heures, comme tous les acteurs en ETP. Alors nous, justement, on considère les patients experts comme des patients qui sont dans une association agréée du système de santé pour qu'ils aient pris un peu de recul par rapport à leur pathologie et qu'ils aient suivi la formation 40 heures pour pouvoir intervenir et avoir les compétences qui sont spécifiques à l'ETP. Donc, merci pour ce retour. Je propose que, à moins que M. Poivret, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est que la place du patient expert, nous avons appris à la connaître, à l'apprécier et maintenant à la requérir, c'est-à-dire à la demander. Sans patient expert, nous avons une vision trop technique, nous médecins, et chacun dans son domaine peut-être aussi, mais surtout les médecins, nous sommes formés d'une manière technique, mais pour vraiment comprendre la problématique, les demandes des patients, il faut un patient expert. Les patients experts sont capables de dire ce que demande le patient. Le patient évolue, change, nous changeons tous d'ailleurs au fil du temps, et nous devons apprendre à communiquer avec l'autre. Nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, dans le vécu de l'autre, dans ses difficultés. Et souvent, je dirais qu'en tant que médecin, peut-être que les patients ont parfois du mal à nous poser des questions, ayant peur de se sentir un petit peu inférieur ou quelque chose comme ça. La présence de toute notre équipe, infirmières, diététiciennes, etc., va aider à planifier tout ça et à faire en sorte que le patient pourra demander quelque chose qui lui tient à cœur, mais il a l'impression qu'il n'a pas le droit de la poser ou quelque chose comme ça, vous savez bien, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, la pluridisciplinarité et la présence d'un patient expert permet de lever cette barrière, et c'est essentiel pour que le patient voit ses angoisses, ses peurs, ses représentations fausses, ou en tout cas délétères, disparaître au profit d'une attitude plus positive, lui permettant d'aller de l'avant. Tout à fait. Avant de passer au second film, du coup, on a une question d'un internaute qui me paraît tout à fait pertinente. C'est dire qu'à un moment donné, l'ETP de ville devrait peut-être être développé du fait même que l'hôpital est le lieu d'annonce de la maladie, de traitement et peut-être de souffrance. Et que, de fait, c'est quelque chose vraiment qui peut aussi être un frein à l'ETP. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais peut-être passer la parole à Mme Clézère. Je vais rebondir notamment par rapport à cette crise sanitaire, puisque voilà, on y est encore, mais on a repris nos activités d'éducation thérapeutique. Et comme je suis sur deux structures, donc une hospitalière, le Résamest, et une Socolor, donc en ambulatoire complètement, les gens reviennent plus facilement vers Socolor parce qu'on est hors mur hôpital, donc la peur de l'hôpital en fait, la peur du Covid, enfin, voilà, tout ce qui arrive et tout le ressenti que les patients ont eu au printemps. Et voilà, donc c'est vrai qu'on peine un peu au niveau des hôpitaux d'avoir nouveau une file active au niveau de l'éducation thérapeutique. Pour rappel, Socolor, c'est Soins Coordonnés Lorraine. En fait, c'est une association, puisqu'on a des budgets ARS, donc c'est les associations qui gèrent. Et Résamest, c'est un réseau de santé de Moselle-Est. Voilà. Très bien. Merci pour ce regard. Donc, on confirme que du coup, le développement de l'ETP de ville, alors je ne sais pas si M. Klein, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à l'hôpital qui est peut-être moins enclin pour certains patients à... Voilà, c'est ça, l'hôpital, c'est l'hospitalisation. Donc, c'est la personne qui est hospitalisée, par définition, coupée du monde, coupée de sa famille. Donc, c'est un frein énorme. Il y a une nouvelle forme d'éducation qui est en train de se développer, et j'ai constaté ça il n'y a pas longtemps. C'est l'éducation thérapeutique à domicile pour certaines pathologies et dans le cas de changement de traitement, où vous avez des rendez-vous qui sont programmés à l'avance, et un infirmier ou un professionnel de santé vient vous voir sur un créneau horaire, pendant un créneau horaire, et dispense l'éducation thérapeutique. Ça évite l'hospitalisation. Et ça donne une confiance tout à fait différente dans le résultat, dans l'objectif que le patient veut atteindre. Ça, c'est peut-être ça la solution.
C'est peut-être du coup, dans ce que j'entends, changer un peu le modèle existant, en tout cas faire évoluer un petit peu les pratiques. Les de mentalités l'ETP. de tous les côtés. Oui. De tous les côtés. Alors, Très bien. par contre, je me permets juste de répondre, puisque, alors à mon avis, effectivement, c'est peut-être il y a des développements comme ça en sortie d'hospitalisation avec donc des domiciles. En revanche, je pense qu'il faut quand même vraiment garder en tête que dans l'hôpital, c'est quand même une grande richesse, effectivement, en termes on parlait de co-construction, pardon, et de partage. Et je pense que le gros avantage par rapport à cette imprégnation de l'ETP au sein de l'hôpital, comme le disait le docteur Poivré, c'est aussi le changement de nos perceptions aussi en tant que soignants à l'hôpital. Et donc je pense qu'il ne faut vraiment pas se priver de ça. Il ne faut pas qu'il y ait une dérive complète vers la ville, même si chronologiquement les choses s'expliquent, puisque effectivement les gens sont repartis chez eux ou les gens sont à domicile, sont donc plus enclins à travailler sur leur propre perception des choses. Mais je pense que vraiment la grosse richesse, c'est cette mise en question de la part des soignants et en pluridisciplinarité justement, donc avec les échanges que l'on peut avoir sur la représentation qu'on a de la maladie, les uns et les autres, donc les rééducateurs, les kinés, les diététiciennes, les ergos, les orthophonistes, les soignants, les infirmières, les médecins, et tous ensemble, c'est vraiment de pouvoir percevoir justement, être questionnés sur nos représentations de la maladie par les patients experts et par ces rencontres-là. Donc ça, il faut vraiment qu'on conserve ça à l'hôpital quand même. Docteur Poivré, je vous vois réagir. Tout à fait. Notre programme en ville a été développé à partir du programme à l'hôpital et nous l'avons modifié, transformé pour répondre aux demandes des patients qui sont proches de leur domicile, cet ETP de proximité. Eh bien, je dois dire que, faisant un peu les deux et coordonnant les deux d'ailleurs, nous avons maintenant des patients qui viennent dans un premier temps en ETP à l'hôpital et qui, quelques années après, 2 ou 3 ans après, viennent à notre ETP de proximité pour suivre à nouveau ce parcours, cette aide, cet échange. Donc je dirais que tout ça est complémentaire l'un de l'autre. D'autant qu'en Moselle, vous savez qu'il y a des distances qui peuvent être très importantes. Ça peut prendre plus d'1 heure pour aller d'un point à un autre. Donc venir une fois à l'hôpital au moment où on met en place le traitement et on a besoin d'une forme d'éducation thérapeutique particulière, c'est bien, mais une fois que les choses sont un petit peu mieux absorbées par tout le monde, reprendre un contact avec une ETP de proximité, c'est bien. Donc je pense que tout ça est complémentaire et plus on aura d'offres d'ETP adapté aux demandes du patient, mieux ce sera et on se complète les uns les autres. Dans ce que j'entends, c'est vraiment le choix qui sera laissé, en tout cas. Et du coup, je rebondis sur le terme de dérive vers la ville. On en est loin, puisqu'on a moins de 20% ou 20% de programmes en ville. Mais c'est vrai que, et là, on a une question d'un internaute qui nous dit qu'effectivement, Ma Santé 2022 et le Ségur de la Santé demandent une collaboration ville-hôpital. Alors on en parle depuis, on va dire, des décennies. Voilà, elle est indispensable. Peut-être demain, on aura effectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des professionnels, peut-être des maisons de santé qui iront à l'hôpital pour certaines choses et vice-versa. À voir. Mais pour pouvoir étayer et passer à la seconde partie, je vous propose de visionner le deuxième film de cette première partie de matinée. Alors pour moi c'est très important parce qu'il faut une cohésion de discours, il faut un langage commun et le fait de voir comment les autres travaillent, ça permet à toute l'équipe de savoir qui fait quoi, par exemple au niveau de l'activité physique ou au niveau du discours infirmier, c'est important, ça permet que toute l'équipe fasse bloc autour du patient et ça permet du coup au patient d'être en confiance et ça permet au programme d'être plus efficace à mon sens parce que tout le monde a de bons conseils, on sait qui fait quoi. Et on a une cohésion d'équipe et on a un patient qui s'y retrouve et qui se dit ok, tout le monde va dans le même sens, du coup je suis plus à l'aise et je peux bien prendre en charge ma pathologie. Alors nous, au démarrage de notre réseau, on a dû créer un document pour le diagnostic éducatif, donc le premier entretien avec le patient. Et pour l'élaboration de ce document, en fait, tout le monde a
participer, que ce soit... alors dans l'équipe, on a un éducateur sportif, une infirmière, une psychologue et moi-même la diététicienne. Donc chacun a donné les informations qui étaient importantes. On a tous travaillé sur ce document. On a aussi été aidés par nos médecins coordinateurs qui nous donnaient leur avis et qui nous aidaient pour élaborer le premier questionnaire. Après, pour le travail des ateliers, pour le travail des séances éducatives, on a de nouveau travaillé en équipe. On faisait des brainstorming, on faisait des réunions de travail sur une journée pour travailler ce contenu. Et on a aussi été aidés par l'espace ressources Grand Est, ancienne plateforme ETP, pour nous aider à être en cohérence avec la pédagogie et du coup l'élaboration des ateliers. On a travaillé sur les compétences liées à l'âge, parce que nous on est dans un réseau pédiatrique, du coup il fallait qu'on soit raccord avec les compétences liées à l'âge des enfants. Alors donc on avait des médecins pédiatres, endocrinologues, mes collègues éducateurs sportifs, infirmières, psychologues et les professionnels de la plateforme, donc la responsable pédagogique et les chefs de projet de la plateforme ETP. Alors à notre niveau, nous on est dans un réseau d'éducation thérapeutique pédiatrique, donc le patient expert, c'est pas quelque chose qui va forcément être mis en place parce que du coup des patients experts enfants, à mes connaissances, ça n'existe pas. Du coup on peut plutôt avoir des parents experts ou des jeunes adultes experts. Ce qu'on pourrait faire pour bien les intégrer, c'est qu'ils viennent en immersion avec l'équipe pour savoir le fameux discours commun, pour qu'on ait tous le même langage, qui voient un petit peu comment on travaille. Il faudrait que ces personnes soient disponibles sur le long terme et pas seulement de manière ponctuelle. Et par contre, ça pourrait aussi être intéressant c'est ce qu'on a essayé de faire des ateliers en fait pour impliquer les familles, pour essayer de voir comment on pourrait améliorer encore les activités proposées à nos jeunes patients. Et donc ça, c'est des ateliers tests qu'on peut faire avec eux pour améliorer la prise en charge et impliquer plus les familles en fait dans le programme d'éducation thérapeutique. Alors pour ma part, j'ai connu l'existence de ces programmes, et notamment dans la sclérose en plaques, donc la maladie dont je souffre, par l'intermédiaire du réseau Alzacep. Et donc c'est eux qui ont notamment voulu que je sois formée patient expert. Et sans eux, j'aurais jamais su que des programmes d'ETP existaient. Tout de suite après le diagnostic, ils m'ont parlé de ces programmes. Alors moi, c'est mon association France Spondyloarthrite qui me l'a proposé, puisque nous n'avons pas de réseau. Nous sommes un petit peu les parents pauvres de la rhumatologie et nous avons connaissance des programmes qui sont en train de se monter soit par l'ARS, soit par le bouche à oreille des uns et des autres. Alors, à la suite de la formation patient expert, j'avais un petit peu peur de cette place au sein de l'équipe. Quelle place j'allais avoir, comment m'intégrer au sein d'une équipe de professionnels de santé. Et finalement, j'ai vraiment de la chance c'est vraiment de la collaboration. J'ai ma place, je fais partie de l'équipe. Et c'est vraiment Alzacep qui fait le relais de l'information des programmes d'ETP auprès des patients. Et j'en parle aussi très souvent lors d'événements et d'actions auprès du réseau. Alors nous, on prône l'éducation thérapeutique à l'extérieur avec des intervenants extérieurs libéraux. Donc nous faisons énormément de communication sur nos réseaux sociaux. Plusieurs associations le mettent aussi sur leur page. Et nous invitons les rhumatologues à en parler vivement, aussi bien les rhumatologues de ville que les rhumatologues hospitaliers. Bien. On vient de voir un film très riche sur la posture du patient expert, entre autres. J'ai envie qu'on a commencé déjà à l'évoquer au cours de cette première partie. Je vais me retourner vers Monsieur Klein. Les patients experts dans les programmes sont très très peu nombreux. On a vu aussi que la connaissance des programmes, il y a les deux plans, les programmes ne sont pas si connus que ça des patients non plus. Qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter par rapport aux propos qu'on vient d'entendre ? En fait, il y a un réel manque de patients experts par rapport aux besoins. Mais il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, la formation, si elle est faite par une personne, par un individu, ça coûte quand même très cher.
très 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 cher. Et c'est une implication en temps très 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 importante. Ensuite, il y a aussi parmi tous les patients experts qui sont formés, qui sont là, qui sont membres d'associations, des personnes qui ne veulent pas intervenir, donc, ou qui ne peuvent pas, pour d'autres raisons, intervenir. Ça explique déjà ce manque de personnes ressources ou patients experts. Pour subvenir aux besoins, c'est en grande partie aux associations qu'il revient de former des membres et de prendre en charge, si ce n'est pas la totalité, c'est au moins une partie des frais, puisque tout le monde n'est pas prêt à assumer une charge financière aussi importante. Ça permettrait d'avoir beaucoup plus de diversité dans les ressources aussi. Et c'est peut-être ce qui manque. Mais la réalité est aussi dans le fait que le contact avec l'autre, c'est souvent très 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 difficile. C'est très souvent aussi inabordable ou inaccessible. Si on n'a pas l'empathie suffisante ou la capacité d'aller vers l'autre suffisante, la capacité d'écoute, d'accompagnement, surtout de se taire, très souvent, parce que c'est extrêmement important d'arriver à se taire, ça devient difficile d'exercer aussi. Et il peut y avoir, d'un côté comme de l'autre, des circonstances qui font que l'approche n'est pas possible. D'accord. Donc là, ce que j'entends, c'est effectivement les difficultés en coût, en temps, mais également la capacité à aller vers l'autre et à se livrer aussi, quelque part. C'est ça que j'entends. Je voyais Mme Clézer réagir et M. Faverge. Du coup, M. Faverge. Pour répondre à la question du budget, il faut savoir que France Assos Santé, au niveau national, est habilité et propose des formations 40 heures certifiantes pour les associations agréées du système de santé. Et donc là, par exemple, avec l'enquête dont j'ai parlé tout à l'heure, on a aussi recensé un certain nombre de personnes qui souhaitaient se former à l'ETP. Et du coup, on a réussi à proposer une session spécifique sur le Grand Est qui va démarrer lundi. Alors moi j'ai une question, du coup je vous laisserai rebondir après, peut-être Madame Clézer, mais puisqu'on parle des formations, alors on gardera, puisqu'il y a de nombreuses questions d'internautes sur les formations, on les gardera peut-être pour la fin, mais du coup est-ce qu'il ne serait pas pertinent de former, puisqu'on parlait de cette pluridisciplinarité et de mise en lien des patients et des professionnels, de former conjointement dans les mêmes formations les professionnels et les patients? C'est l'idéal. C'est aussi. Enfin, ça nous ramène à une autre problématique, c'est celle de l'intervention des patients experts dans le cursus de formation des professionnels de santé. Ça existe. C'est au niveau de la 4e ou 5e année. Ça existe et c'est nécessaire. Notre vécu avec une maladie, quelle qu'elle soit, ou pour certains, avec des pathologies multiples, notre vécu. Et notre appréhension de cette maladie, notre gestion de la maladie, en fait, ce n'est pas nous qui la gérons, c'est elle qui nous gère. Mais c'est nous qui lui donnons, qui répondons à ces demandes. Notre approche est quand même extrêmement importante et peut être, le point de départ pour quelqu'un d'autre de se prendre en charge. C'est très fort, parce que ça veut dire que du coup, ça donne envie et ça montre qu'on y arrive. Donc, pour nos autres intervenants, puisque je sais que vous avez aussi des patients ressources ou experts, on pourrait revenir aussi sur les termes. Madame Brun-Henri. Oui, dans notre programme, nous avons eu la chance en fait, de pouvoir impliquer un patient expert. La première partie, je parle surtout de la partie qui intéressait des personnes avec aphasie. Et donc, Roland Varino avait pu s'investir, justement, il avait eu effectivement cette envie, ce que vous disiez par rapport à l'animation et de se livrer et de pouvoir, il avait été maire, il avait eu
des responsabilités, ce qui permet qu'il avait vraiment, pour nous c'était un double challenge en fait, c'était d'impliquer un patient expert avec des troubles de la communication et du langage, des troubles du langage plutôt, et de pouvoir pour lui, voilà, en termes psychosocial, arriver à lui redonner en fait aussi justement cette dynamique par rapport à l'animation. Et ce qui a fait qu'on s'est penché ensuite dans le cadre d'un mémoire d'orthophonie, un mémoire de M2, qui a été fait par Élise Lesage, sur justement les représentations qu'on pouvait avoir de la formation, qu'est-ce qu'on pouvait proposer comme formation pour des patients avec des difficultés d'apprentissage et avec des difficultés de communication. Et on a interrogé comme ça les professionnels de santé, donc les orthophonistes en particulier, les associations qui représentaient les orthophonistes et donc des patients eux-mêmes pour avoir leur représentation sur comment devait se situer le patient expert, quelle devait être en fait la formation. Parce que je pense qu'il y a quand même si effectivement la formation des 40 heures doit pouvoir se faire communément avec des professionnels de santé, malgré tout, dans le cadre de professionnels, enfin de patients qui avaient des difficultés, je pense qu'on on s'est posé un petit peu la question de savoir s'il ne devait pas y avoir quand même des programmes un petit peu particulier et adapté à la fois ou à la pathologie ou du moins aux difficultés spécifiques du patient. Donc on n'a pas encore les réponses, on travaille vraiment dur sur ce type-là, mais je pense qu'il faut vraiment briser des limites là, à la fois en termes de bénéficiaires, pour que les gens avec des troubles de communication puissent participer, pour que également, alors bien sûr avec des outils adaptés, comme le préconise le TP de toute façon, en tant que patient expert, effectivement, arriver à ce qu'ils puissent... donc là, la terminologie, nous, qui avait été choisie, c'est le terme de patient ressource, justement par rapport à la représentation du rôle. Voilà. C'est vraiment quel est le rôle que se donne peut-être par pathologie, je ne sais pas, on n'a pas encore résolu ça, le patient au sein d'une équipe comme ça pluridisciplinaire. Ce qui est très très intéressant, on espère que vous nous tiendrez au courant des résultats oui, du coup de votre recherche. Docteur Poivret, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Alors, je dirais que nous avons appris l'intérêt d'avoir avec nous un patient expert, nous avons appris à parler patient, et le patient nous parle dans son langage. Nous avons tendance à parler technique, c'est-à-dire indice fonctionnel, indice dans les prises de sang, etc. Toutes choses qui ne sont pas forcément parlantes pour le patient. Le patient, il va essayer, enfin ce qui l'intéresse, c'est de savoir s'il va pouvoir vivre comme avant, s'il va pouvoir continuer à travailler, quelles sont les contraintes, et ainsi de suite. Nous avons tendance à avoir les choses sur un plan plutôt objectif, c'est-à-dire les résultats de telle ou telle analyse, de telle ou telle IRM, de telle ou telle radio. Il faut donc que nous apprenions à parler patient, à parler au patient, à parler du patient, à parler avec le patient. Et là aussi, comme dans tout échange, c'est un enrichissement. Sinon, nous tombons à côté. Et si nous tombons à côté, pour nous, c'est une chose, mais pour le patient, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Ça a des conséquences dans son quotidien. Voilà, la technique complète que nous devons adopter, c'est d'aller jusqu'à ce que le patient comprenne et puisse s'adapter avec ses ressources à lui, à sa maladie, à ses contraintes, et puisse bénéficier encore une fois de tous ces progrès qui sont extrêmement importants dans de multiples pathologies, la nôtre, mais les autres également. Donc parler patient, ça s'apprend et c'est un enrichissement. Moi, ce que j'entends aussi, c'est parler patient avec le patient et du coup pour le patient. Je pense que ça, c'est important. Mais peut-être aussi ne pas se priver d'autres types de professionnels qui peuvent intervenir auprès du patient, puisqu'on parle de professionnels de santé exclusivement, presque en général, mais on a quand même sur certaines thématiques tout ce qui est le domaine de la relaxation, de l'art-thérapie, des socio-esthéticiennes dans certaines pathologies qui peuvent être intéressantes aussi. Ça veut dire que du coup, sur ce point-là, est-ce que vous avez recours sur vos programmes, puisque le rhumatisme est quelque chose de douloureux, l'AVC c'est quand même quelque chose qui est visible aussi, enfin voilà, il y a des pathologies comme ça, est-ce que vous avez recours à d'autres types de professionnels? Nous avons intégré récemment une sophrologue avec nous, et c'est un point essentiel pour la gestion
du traitement, de la douleur et l'amélioration. Encore une fois, nous avons tendance à être beaucoup trop techniques. Le vécu du patient est quelque chose qui représente au moins 50% de l'attitude à adopter et à prendre en compte. Et les sophrologues nous ont aidés à faire en sorte que le patient puisse gérer sa maladie. Et nous avons aussi appris ce que peut apporter un sophrologue dans la vie d'un patient. Ce ne sont pas des choses qui sont si évidentes que ça. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vraiment, c'est aussi un apport non seulement pour le patient, mais pour l'équipe. C'est un apport pour l'équipe, comme l'éducation thérapeutique, c'est un apport pour nous. Au fond, chacun dans notre domaine, nous apprenons à soigner une pathologie, voire une articulation. Là, tout d'un coup, nous soignons monsieur ou madame, et c'est considérablement plus intéressant de voir le sourire des gens qui viennent chez nous et les remerciements. Pour nous, c'est un enrichissement. On espère que c'est pour le patient aussi, mais comme toujours dans la vie, c'est mutuel. C'est de la réciprocité. C'est de la réciprocité, tout à fait. Oui, c'est important. Madame Clézère, vous brûliez de nous dire quelque chose. Parce que du coup, je vais rebondir par rapport à ce que disait Didier Poivret. Donc, c'est vrai qu'on a une sophrologue, médecin sophrologue chez nous, mais également la place de l'activité physique adaptée. On a coach sportive. Alors, les programmes de TP, donc normalement, sont censés avoir un relais d'activité physique adaptée. Malheureusement, Saphir s'est arrêté puisque c'était le relais via Saphir. C'est devenu Prescrimove. Seulement Prescrimove, ça ne prend pas en compte toutes les pathologies, notamment rhumatismales. Donc nous, on était un petit peu embêtés là-dessus parce que l'activité physique, c'est très important dans la pathologie rhumatismale. Et donc l'association y a été en fait sur ses deniers propres pour mobiliser la coach sportive pour venir mettre les patients le pied à l'étrier pour reprendre une activité physique adaptée en salle, évidemment, et en fonction de leur pathologie. Sécurisé, du coup. Tout à fait sécurisé. Plus, hein. Donc, malheureusement, c'est vrai que c'est compliqué parce que le budget n'est plus prévu pour cette activité physique à cause donc, de Prescrimove, qui est reconnu par l'ARS, mais qui oublie certaines pathologies. D'accord. Donc là aussi, c'est peut-être à un moment donné de rediscuter des besoins et en tout cas de les faire remonter. Et je voudrais juste rebondir par rapport au recrutement du patient en ressources, en fait. Donc, parce que nous, en ambulatoire, donc, on voit, comme dans d'autres programmes, donc, les patients. Et en fait, souvent, nous, on sent en fait l'intérêt de certains patients. Donc, et après, on va vraiment vers eux pour un petit peu voir si ça les intéresserait. Et dans la mesure où on a créé notre projet avec des patients ressources qu'on a la chance d'avoir à tous nos ateliers, donc on a 2 patients ressources, une sur la spondyloarthrite et l'autre sur la polyarthrite rhumatoïde, qui sont là à tous les ateliers et qui font vraiment le lien. C'est-à-dire qu'après, on les renvoie vers eux et ils gèrent avec l'association de patients pour justement, s'ils ont envie, évidemment il faut une volonté, mais en général dans les ateliers, s'il y a quelqu'un, on le voit tout de suite, régulièrement, et donc on l'oriente après vers l'association de patients pour faire cette formation 40 heures qui vraiment est indispensable pour pouvoir pratiquer comme nous, professionnels de l'éducation thérapeutique. Alors, il y avait une question d'une internaute tout à l'heure qui était intéressante, c'était de dire, on parle du patient expert, du patient qui va participer, et de bénévolat, puisque vous avez cité M. Klein, le bénévolat, est-ce que le patient, du coup, qui participe, est indemnisé au même titre que la participation, de fait, des professionnels qui sont dans les programmes? Alors, par les associations, non, parce que ce n'est pas prévu, je crois, sauf que nous, on indemnise quand même les kilomètres pour permettre aux patients de venir, parce que nous, les patients, dans leur pathologie, notamment Guylaine Schmitt, qu'on a vu dans le petit reportage, qui vient de Nancy. Oui. Donc, quand elle fait Nancy-Sarreguemines, ça fait des kilomètres, ou Nancy-Créange, donc voilà. Donc, c'est vrai qu'on a voulu vraiment un peu les indemniser là-dessus, même si on ne les indemnise pas sur le temps qu'ils passent à nos côtés. Mais voilà, parce qu'en fait, comme ils sont bénévoles, c'est vrai que le terme de bénévole reste vraiment attaché à ne pas avoir une indemnisation. Peut-être que, évidemment, nous, on aimerait évidemment pouvoir travailler avec eux d'une autre façon, parce que c'est vrai que c'est quand même du temps chronophage, et notamment pour les patients qui travaillent, qui veulent peut-être aussi participer en tant que patient ressources, parce qu'on n'a pas non plus que des retraités. Donc voilà. Donc je pense que là, c'est
C'est un challenge qu'on aurait un petit peu pour ces patients-là, parce que nous, depuis 2016, nos patients, ils sont là tout le temps. Donc, franchement, on a vraiment la chance de les avoir à nos côtés. Voilà. Ouais. Et ça, je leur remercie, parce que franchement, sans eux, ça ne serait pas du tout la même chose non plus. Très bien. Là, on voit du coup le côté investissement, dans tous les sens du terme, en tout cas, et que ça bloque surtout sur le terme de bénévolat, tout compte fait. Bénévolat, par définition, c'est gratuit, dans toute la latitude du terme. Hein. Maintenant, il y a des discussions dans les associations, en particulier, sur l'indemnisation des frais. Bon. Ce que vous faites, hein. Oui. À titre personnel, moi, j'ai abandonné ça. Mais il y a des personnes qui sont obligées d'investir beaucoup d'argent dans des déplacements et d'autres frais. Alors, je trouve tout à fait logique qu'on indemnise les personnes sur les frais personnels qu'ils ont engagés de leur propre denier. Ça, c'est normal. Mais qu'on rémunère, non. Qu'on rémunère une association, c'est non aussi. Hein. Les associations, par définition, c'est du bénévolat. Sinon, c'est un autre statut. Très bien. Et c'est plus une association. Monsieur Favert, je pense que c'est important que les patients experts ne deviennent pas salariés pour garder justement ce regard aussi extérieur et un peu à part, on va dire, dans l'équipe. Dans l'équipe ETP. Et là, peut-être cette autonomie, du coup, une autonomie et une hauteur différente, du coup, Monsieur Klein. Contrairement, je rajouterais à ce que vient de dire Benoît, contrairement aux patients experts qui sont intégrés ou qui font partie d'équipes qui sont rémunérées par les structures. Ça existe, des patients experts professionnels, hein, ça existe. Voilà. Alors on pourra y revenir sur une autre, parce que c'est un autre débat, parce que ça veut dire qu'on devient professionnel de sa maladie, quelque part. On pourrait aller loin dans le débat, mais je proposerais qu'on ne rentre pas là, parce que sinon on va polémiquer et on va dériver. Moi, je reviendrai peut-être sur une partie du film qu'on a vu, qui était la cohésion de discours aussi, du coup, qui est importante. Hein. On sentait dans le reportage là que c'était vraiment important, et de dire qu'il faut une cohérence de discours, de pédagogie. Vous disiez aussi la pédagogie adaptée aux personnes, du coup, qu'on accueille. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Comment vous avez garanti, en tout cas, une cohésion d'équipe, de pédagogie dans vos programmes et tout au long du déroulé du programme, tout compte fait? Peut-être Madame Brun-Henri? Par rapport à la construction de départ, en fait, ça a été beaucoup de discussions en fait inter-équipes, puisque nous, donc, on a des rééducateurs, on a également donc des professeurs d'APA, diététiciennes, ergo, kiné, et puis donc aussi des psychologues cliniciens, pour accompagner justement sur la gestion de la maladie, et donc avec un groupe de parole sur la citoyenneté aussi, sur la participation sociale. Ça a été beaucoup effectivement de discussions, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui était par rapport à l'objectif et un petit peu la philosophie qu'on veut donner, la couleur qu'on va donner au programme. Moi, je crois beaucoup en une adaptation territoriale, en fait, par rapport aux besoins et par rapport à la constitution de l'équipe. C'est-à-dire que c'est aussi les compétences locales qui vont permettre, par la discussion, de dire toi, tu sais bien faire ça. On a une diététicienne, nous, on a par exemple pour les troubles de déglutition, on a une diététicienne avec qui on s'entend très bien, et donc on a mis en place d'autres types d'ateliers, justement grâce à cette collaboration-là. Donc je pense que la philosophie et cette co-construction, finalement, elle va s'opérer au travers, effectivement, du coordonnateur qui va être garant, justement, de l'objectif du programme qui va être mis en place. Et pour moi, un programme d'AVC à Rennes ne va pas être le même que le programme d'AVC à Metz, par exemple. Pour moi, il doit justement avoir une réponse à des éléments locaux, à des possibilités, à des compétences locales qui vont lui donner une couleur particulière. Il n'y a pas suffisamment à l'heure actuelle dans les établissements d'orthophonistes qui sont employés, pour des raisons statutaires, mais c'est vrai que notre programme, par exemple, a décidément vraiment une couleur par rapport à la communication et par rapport au langage, et qu'on ne va pas retrouver sur un autre programme pour l'AVC, mais qui va avoir une meilleure, entrée vers l'activité physique, par exemple, parce qu'il va y avoir. Donc nous, on a la chance d'avoir malgré tout un panel
de collègues qui sont motivés. On a une bonne équipe de rééducation et qui nous suit là-dessus. Mais ça a été effectivement beaucoup de discussions et la réalisation au fur et à mesure, avec beaucoup d'énergie dépensée, effectivement, qu'il manquait des choses. Donc on a rajouté des ateliers d'équilibre, on a rajouté des ateliers effectivement sur la nutrition, on a rajouté des ateliers sur les médicaments parce que voilà, on s'est rendu compte que ça n'allait pas et qu'on pêchait un petit peu là-dessus, qu'on n'offrait pas justement. Voilà. Mais après, il faut trouver les ressources et avoir toujours cette... voilà, j'aime bien cette notion de philosophie, voilà, globale du programme. Ouais. Je pense que ça, c'est important dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on entend bien la co-construction au démarrage, le recours à des compétences multiples, le pilote dans l'avion, puisque le coordonnateur est quand même celui qui est garant, en tout cas, de la tenue des objectifs, mais aussi cette constante évolution du programme en fonction de ce que vous avez peut-être pas cerné au début, en termes de demandes qu'ont les patients ou de difficultés qui émergent. Ou, voilà. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on a un internaute, un patient qui nous dit qu'il faut une vulgarisation du langage de la part des professionnels. C'est ce que vous disiez aussi, docteur Poivret, pour que les patients comprennent. Si on revient sur cette cohésion du coup d'équipe, là on a le regard d'un programme plus de ville sur le programme hospitalier, sur le programme de ville. Comment est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des divergences? L'essentiel, c'est que nous ayons effectivement un message commun, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contradiction entre ce que va dire la diététicienne sur l'intérêt de tel ou tel aliment et ce que va dire d'autres intervenants. Donc les échanges au sein de l'équipe sont multiples, variés, permanents. Nous avons maintenant Internet, le téléphone, se rencontrer, etc. On a toutes les possibilités de communication. Là, le rôle du patient expert est essentiel aussi parce qu'eux ont des retours que nous n'avons pas forcément. Et ils vont nous dire, attention, là, il y a eu une contradiction ou quelque chose qui est un peu flou, il faudrait que vous précisiez votre message. Donc le patient expert a un rôle aussi à ce niveau-là. Et puis, nous assistons, enfin pas tout le temps, mais nous assistons les uns les autres aux ateliers des uns et des autres. C'est-à-dire que la pharmacienne vient avec moi, le kinésithérapeute de l'agent d'activité physique, pareil, on écoute ce que dit l'autre et ensuite on se met d'accord pour avoir un message commun parce que chacun a ses objectifs, chaque professionnel de santé a ses objectifs, ses compétences et il faut que tout ça soit bien coordonné et qu'il n'y ait aucune contradiction entre ce que disent les uns et les autres. C'est une coordination évolutive parce que les conceptions changent. Les patients, dans le domaine de l'alimentation par exemple, actuellement, il y a une multitude de régimes, de choses, etc. Il faut que nous ayons un langage scientifique, c'est-à-dire clair, cohérent, et que nous ayons tous le même. Et ça n'est pas si simple. Donc le coordinateur, Ève, moi, et puis tout un chacun, nous avons développé entre nous. Alors nous nous entendons très bien, personne ne dirige, nous coordonnons, Ève coordonne, elle ne dirige pas, donc ça permet aussi à chacun de poser les questions qui lui viennent à cœur ou que posent les patients. Nous ne savons pas toujours répondre à toutes les questions qui ne sont pas forcément de notre domaine. Donc nous formons une équipe, nous nous réunissons, nous avons des réunions de temps à autre et grâce à quoi nous espérons avoir un message cohérent. En tout cas, actuellement, c'est à peu près les retours que nous avons. Mais c'est quelque chose de très évolutif et de compliqué. On note bien l'adaptabilité, on note bien aussi, alors juste pour rappel, coordonner, c'est vraiment de remettre en ordre de façon harmonieuse en général. Donc c'est important parce que ça veut dire aussi que diriger, ça veut dire qu'il n'y aurait qu'une personne et qu'on va dans le sens de cette personne-là. Donc ça, je pense que c'est vraiment primordial et de dire que ce n'est pas simple non plus parce qu'il faut organiser des réunions d'équipe à ce moment-là. Je pense que ça, c'est vraiment des choses importantes. Et du coup, ça donne aussi du sens d'être en cohésion, parce que si le patient il a des discours divergents, il ne va pas s'y retrouver, et là, voilà, c'est là où il faut peut-être aussi avoir une cohérence de discours. C'est absolument nécessaire. Et la restitution après des entretiens ou après
une action, est très 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 importante. Ouais. Il y a des choses qu'un patient va dire peut-être de manière beaucoup plus confidentielle à un patient expert, et va peut-être lui demander de ne pas la restituer. Ça, c'est important aussi pour le patient expert, pour celui qui reçoit le message, de savoir le conserver, de ne pas le retransmettre, sauf si c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais une restitution bien ordonnée, c'est extrêmement important parce que ça permet de mieux cerner le problème des patients, de mieux comprendre le fonctionnement du patient et de mieux agir pour tout le monde, hein, aussi bien pour l'équipe médicale que pour les intervenants extérieurs, les patients experts. Hein. C'est une aide qu'on pourra apporter après à la personne pour qu'elle améliore son état, pour qu'elle se sente mieux, tout simplement. Mais c'est difficile, puisque on sait tous que la mémoire est volatile. Hein. Bon. Il y a des informations importantes qui peuvent être livrées et qu'on peut très bien oublier à un moment donné, ou dont on ne mesure pas le sens. Oui, ou qui sont importantes, pas pour la bonne personne. Pas pour la bonne personne, voilà, c'est ça. Il est important aussi qu'on délivre le même message. Mais le message que vous, professionnels de santé, délivrez, ce n'est peut-être pas le même en tant que langage hein, que celui que moi je vais délivrer. Mais il ira dans le même sens. Il ne peut pas y avoir de désaccord à ce niveau-là, sinon, qui c'est qui va payer les pots cassés? C'est le patient. Moi, je vais lui fournir l'information, vous allez en fournir une autre, qui ne sont pas concordantes, et on aura la meilleure façon de créer un conflit. Or, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à une cohésion totale dans l'équipe, une entente totale. C'est un peu difficile aujourd'hui, au niveau du patient expert, d'être intégré dans des équipes professionnelles. Hein. C'est même, dans certains cas, quasiment impossible, puisque, en venant de l'extérieur, on peut être considéré comme des intrus dans une équipe qui, par définition, détient le savoir. Hein. Ce n'est pas toujours évident. On revient à notre dimension de sachant et d'expérience. Hein. Bah, c'est ça, l'expertise scientifique contre l'expertise profane. Hein. C'est ça le véritable problème. Hein. Il faut qu'il y ait une acceptation des deux. Ensuite, il y a tout simplement la question des relations personnelles, hein, ce que je disais tout à l'heure. On se supporte ou on ne se supporte pas. Je pense que ça, c'est important, on est dans de l'humain. Donc, à un moment donné, il y a effectivement choisir, entre parenthèses, pour le patient, son équipe et choisir son patient expert. Mais derrière, il y a aussi d'autres choses. Alors, je reviens sur un point qui me paraît essentiel. Vous avez évoqué la confidentialité. Hein. Dans les programmes ETP, il y a effectivement une charte de déontologie et de confidentialité. Et ça, c'est important. Et j'ai envie de dire, c'est aussi important pour le groupe patient. C'est-à-dire que ce qui se dit dans le groupe, normalement, doit rester dans le groupe. Et ça, je pense qu'il faut aussi le rappeler. Ça me paraît essentiel là-dessus. Et puis de dire que oui, il faut aussi être en phase, et c'est aussi le rôle, je pense, du coordonnateur, de veiller à ce que le discours de l'association ou du patient qui représente l'association ne soit pas divergent, en tout cas, du discours de l'équipe. Et ça, je pense que c'est aussi important. Donc, c'est quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, j'avais quelque chose à ajouter justement pour abonder dans ce sens-là et en même temps avoir un petit peu de recul par rapport à la posture thérapeutique. C'est-à-dire que moi, je vois une différence, une possibilité d'accepter des avis divergents par rapport à certains. Je donne un exemple. On avait travaillé dans des ateliers sur les postures, les stratégies possibles entre un aidant et une personne avec aphasie qui permettent de dépasser une rupture de communication. Il y a un truc qui se passe, il y a un blocage. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aidants ou nous, non aphasiques, pour aider la personne? Et inversement. Et en fait, on a tout un tas de publications, donc on est à jour, hein, bien sûr, vous le rappeliez, il faut être à jour sur les connaissances les plus actuelles, etc. Donc on est à jour, on a une série effectivement de conseils qu'on va donner aux patients et à son entourage au moment en fait de la phase
phase de rééducation. On va dire, voilà, nous, orthophonistes, on sait qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Et puis en fait, on a accepté, et ça a été justement l'objet de cette philosophie qu'on avait mis en place au niveau des ateliers de stratégie de communication, de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et là, c'était justement la divergence qui a été importante et intéressante, et de montrer que finalement, ce qu'on disait, effectivement, théoriquement, ça doit fonctionner, mais sur le terrain, et pour ce couple-là, ça ne fonctionnait pas. Et lui, il disait, non, moi, je fais comme ça. Par exemple, on dit très souvent, il ne faut pas faire répéter la personne avec aphasie, par exemple. Et en fait, il y avait une autre fonction qu'on n'avait pas envisagée, nous, dans le couple, et ça maintenait une relation de confiance dans le couple, et on n'avait pas envisagé ça. Donc, c'est aussi cette posture thérapeutique qui doit évoluer. Donc, le challenge... Là où on était d'accord, c'est sur le fait d'accepter effectivement qu'il puisse y avoir une déclinaison individuelle pour chaque couple de ces conseils-là. Et ça, c'était enrichissant parce que justement, la philosophie derrière était tout à fait conservée. Mais par contre, effectivement, on avait accepté d'avoir des avis divergents et c'est justement ça qui a permis la construction de cet atelier de façon aussi riche. Je pense que ce qui est intéressant là, c'est de dire qu'il y a des sujets sur lesquels on peut effectivement diverger. Il y a peut-être des sujets sur lesquels on ne peut pas diverger. Tout à fait, il y a des connaissances sur lesquelles... En fait, le maître mot, ça reste quand même l'adaptabilité, très clairement. On s'adapte à son public et les internautes sont assez d'accord de dire ce que vous disiez tout à l'heure, un programme en région Grand Est, et même dans la région Grand Est, en Alsace ou en Lorraine ou en Champagne-Ardenne, va devoir s'adapter à la ruralité, à la population précaire, à la desserte ou non de certains endroits. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et là-dessus, les internautes nous rejoignent. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un programme type qui soit dupliqué à un moment donné. Ça ne paraît pas, en tout cas, pertinent, je pense. Je ne sais pas si... après, on passera aux questions des internautes pour clôturer cette première partie, mais en tout cas, ça me semble important. Qu'en pensez-vous sur cette adaptabilité ? Mais surtout, il faut partir vraiment du problème du patient, en fait. C'est vrai que le TP, c'est ça, quand même. Donc, on interroge toujours les patients et on part de leurs problématiques, même si on a un déroulé, un petit peu des objectifs, mais on les adapte. C'est l'adaptabilité qui doit être le maître mot de l'éducation thérapeutique, parce qu'une personne n'est pas comme l'autre et les patients s'enrichissent eux-mêmes. Parce que souvent, on est là, on les écoute et en fait, on apprend beaucoup de choses de nos patients et eux apprennent entre eux. Et ça, c'est vraiment très, très important dans l'éducation thérapeutique, la parole. Et autant le premier atelier, souvent, tout le monde se regarde, personne n'ose trop parler. Et déjà, le deuxième atelier, voilà, ils ont une équipe soudée, l'activité physique se fait derrière. Donc après, voilà, ça reste vraiment une ambiance de groupe et qui fonctionne très, très bien. Je pense que ça, c'est important. Oui, c'est la base, en fait. C'est la base, la cohésion. Ensuite, j'aimerais quand même ajouter, au niveau de la gestuelle, ça peut s'apprendre. Voilà. La communication, ça s'apprend. Ce sont des métiers. Ça s'apprend. La capacité innée de communiquer, ça, c'est un autre problème. Et si on veut aller vers l'autre, si on a envie tout simplement d'aider quelqu'un, si on n'a pas cette capacité d'empathie, de capacité d'aller vers l'autre, ça devient très difficile de recueillir des informations. Et ça pose très souvent le problème des équipes. Il suffit qu'il y ait un élément qui ne s'adapte pas dans une équipe, ou qui a du mal à s'adapter, ou tout simplement à une personne, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas réussir. L'empathie, c'est pas pour tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Donc, on est soit naturellement ouvert ou naturellement fermé, c'est l'un ou l'autre. Mais il est très important quand on pratique l'éducation thérapeutique, quand on va vers les autres, il est extrêmement important d'abord de connaître, ou d'essayer de connaître la personne qu'on a en face de soi, d'appréhender, tant que faire se peut, ses réactions, et surtout de s'adapter. C'est nécessaire dans les deux sens. L'un ne peut pas être dominant et l'autre dominé, c'est impossible. Sinon, il n'y a pas d'issue.
Très bien. Ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, demain, tout le monde ne fera pas de l'éducation thérapeutique. Ça, c'est clair. Ça veut dire que peut-être il n'y a pas besoin de former en formation initiale tous les professionnels ou futurs professionnels, parce qu'il y a aussi besoin d'une... Et là, je pense que je me retourne vers les professionnels de santé, mais il faut aussi une maturité professionnelle enfin, voilà, pour faire le lien et pouvoir se former dans un deuxième temps. Je pense que ça, c'est important. Et puis, de dire qu'il y a des choses qui se travaillent, la communication, voilà. Et il y a des choses qui ne se travaillent pas forcément, en tout cas. Mais voilà. Je vous propose peut-être de passer aux questions des internautes. On en a disséminé quelques-unes tout au long de ce premier plateau-là. Mais il y en a une qui me paraît intéressante. Alors, on a parlé de la place du patient expert, mais c'est aussi la place des aidants dans les programmes, du coup, puisqu'on n'en a pas parlé. L'aide aux aidants n'est pas, du coup, de l'éducation thérapeutique. Et pourtant, je veux dire, quand on prend en charge, et on y reviendra sur le second plateau des enfants, par exemple, on forme les parents, donc voilà, qui pourraient être assimilés à des aidants. C'est quoi la place des aidants pour vous dans les programmes ETP? C'est quoi leur place? Moi, je peux... Monsieur... Nous avons une expérience de la place des aidants. On va dire, c'est parfois compliqué, parfois extrêmement simple. Enfin, tout dépend de l'aidant, c'est souvent l'époux ou l'épouse, parfois les enfants. Tout dépend de ce qui se passe dans le couple, ce qui ne nous regarde pas, ça ne nous appartient pas, mais chacun arrive avec son histoire là. Ceci étant, en ce qui concerne l'éducation thérapeutique et l'attitude, l'objectif que nous avons, c'est que l'aidant comprenne ce qui se passe chez le patient. Alors nous sommes dans des affections douloureuses. La douleur, ça ne se voit pas, ça se mesure difficilement. Et puis c'est lassant pour l'aidant. Au bout d'un certain temps, oui. On est humain, donc ça finit par devenir lassant. Donc le fait de pouvoir faire en sorte que l'aidant comprenne ce qu'est réellement un rhumatisme inflammatoire, les contraintes que ça provoque, les douleurs que ça provoque, ça facilite les échanges au sein du couple ou au sein de la famille, et notre idée, c'est que ça puisse lisser les différents conflits que peut provoquer une douleur ou les contraintes d'un traitement. Nous avons des traitements qui ont certaines contraintes et qui peuvent induire le fait qu'on est obligé d'annuler telle ou telle réunion, telle ou telle sortie. Ça n'est pas si simple de l'accepter de la part de l'autre, surtout dans les maladies chroniques qui durent extrêmement longtemps et qui ont des contraintes non négligeables. Donc le but, c'est de faire en sorte que la communication au sein de la famille ou entre l'aidant et l'aidant soit plus facile. Parce que l'aidant a lui aussi des représentations dans sa tête. Nous avons essayé de faire des ateliers dédiés aux aidants, avec rien que les aidants. Ça n'a pas été parce que chacun a raconté un petit peu ses problèmes qui ne sont pas faciles à gérer. Mais certaines équipes ont réussi à le faire. Donc nous avons à apprendre et nous apprendrons. Très bien, parfait. Alors c'est une réponse succincte, du coup. Est-ce que vous voulez rajouter 2 mots ? Oui, c'était juste effectivement l'intérêt de pouvoir quand même solliciter les aidants, de pouvoir les contacter pour que justement on puisse mesurer ces difficultés-là et peut-être orienter par des ateliers du coup individuels ou réorienter pour informer aussi des possibilités d'un suivi psychologique ou lorsque les difficultés ressenties, ça permet quand même un suivi et on sent un petit peu les choses. Donc, parce que rappelons que l'ETP, les ateliers qu'on fait individuels ou collectifs permettent aussi de faire évoluer ce qu'on va proposer aux patients. Exactement. Donc, il y a une autre question qui me semble super. Peut-être pu rebondir un petit dernier mot. Oui, 2 secondes par rapport aux aidants. C'est vrai que quand je vois les patients en entretien individuel, je vois s'il y a une problématique justement familiale et je leur propose toujours, s'il y a la volonté de l'aidant, de participer, mais évidemment si le patient est d'accord. Et en général, ça fonctionne très bien. Et du coup, on a des groupes un peu plus développés, mais voilà. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Les gens comprennent beaucoup mieux, surtout la maladie rhumatismale, parce que souvent ils n'y connaissent rien, parce qu'ils n'ont jamais été en consultation. Et voilà. Et le fait de prendre du temps pour eux et avec... C'est aussi de montrer l'importance de leur rôle aussi. Tout à fait, donc, tout à fait, les garder avec très bien.
Merci beaucoup, Madame Kleiser. On a un point qui est important et du coup, une question d'internaute, c'est pourquoi dans nos programmes, alors que c'est quand même une partie importante pour nos patients, mais pour nous aussi, on évoque si peu et il y a si peu d'ateliers sur la sexualité. Et là, on va terminer là-dessus. Oui. Je pense que... voilà. Donc, Monsieur Poivret. Nous, on a essayé de le faire. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le cadre de l'éducation thérapeutique qu'on ait une structure qui soit la plus adaptée à ce genre de questions. Il y a énormément de questions des patients sur la sexualité. Les rhumatismes, ça entraîne des blocages dans les articulations, dans si on l'eau, prend etc. le rhumatisme, l'AVC, Voilà, le diabète, je pense qu'on a des maladies chroniques. Il faut venir à l'hôpital, s'inscrire à un atelier, et ça, c'est très compliqué. Je pense que c'est au sein des associations elles-mêmes que peut-être... on va se retourner vers eux tout de suite. On peut, mais c'est compliqué. Ouais. Monsieur Klein. En fait, la sexualité est un sujet très personnel, confidentiel même. Personne ne va dire en public, voilà, etc., etc. Personne. J'ai jamais entendu personne, sauf ceux qui par définition ou par nature, ont besoin de s'exprimer de cette manière. Mais par définition, personne ne va le dire. La sexualité dans le diabète, c'est un sujet relativement récent. C'est pas très ancien. C'est que depuis 2 ans à peu près qu'on en parle. Un petit peu plus quand même. Peut-être un peu plus. Un petit peu plus. C'est devenu quelque chose de quasiment une discussion courante depuis pas plus de temps que ça. Mais peu de gens vont s'épancher là-dessus, vont en parler. Encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. Aujourd'hui, vous avez peut-être quelques personnes dans les associations qui abordent le sujet ou qui viennent à en parler quand nous on l'aborde, mais c'est rare. C'est vraiment très 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 rare. Si on veut voir de quelle manière ça évolue dans les mentalités, parce que c'est surtout une question de changement de mentalité, pouvoir parler de quelque chose. C'est pas évident. Bon, perso, j'en suis incapable, mais parce que ça ne regarde personne d'autre, tout simplement. En fait, je pense que là, ce qui est quand même très intéressant, on va peut-être conclure là-dessus, puisque du coup, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais c'est un vrai sujet. Et je pense que peut-être que c'est aussi le fait qu'on n'est pas très à l'aise, nous non plus, avec ce sujet-là. Et on n'est pas professionnel, alors j'allais dire, professionnel du sexe, non, mais de la sexualité. Et là, très clairement, je pense que oui, ça peut nous bloquer. Très clairement, et oui, c'est quelque chose de personnel et d'individuel. Mais ils vont pas le parler. Alors, le dernier mot de la fin, et je conclurai sur cette. Peut-être pas se centrer sur la sexualité, mais plutôt sur la vie affective en général. Et c'est aussi la manière dont on va en parler qui va différencier les choses. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je pense que là, on était bien parti sur cette question. Je vous propose, du coup, puisqu'on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de la co-construction, de la pluridisciplinarité, de la place du patient expert, de comment on peut devenir patient expert aussi, la difficulté aussi pour les professionnels d'adapter au quotidien pour être au plus juste de tout ça. Il y a beaucoup de questions sur la formation, on y répondra via la foire aux questions qu'on mettra en place sur le site ETP Grand Est. Et je vous propose du coup que, alors d'abord je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement pour cette participation à cette web télé qui est un exercice de style. Et je vous propose qu'on fasse un petit break de 10 minutes et qu'on se retrouve après ensemble pour discuter de la seconde partie de cette matinée qui sera plus un exposé sur des recherches et des réflexions autour de la place du patient expert toujours, mais aussi la narration par rapport au récit des patients. À tout à l'heure.